Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons consacrer 1 heure à un sujet que l'on pourrait qualifier de brûlant, l'agrivoltaïsme. Les énergies renouvelables sont au cœur de l'actualité. Vous le savez sans doute, l'agriculture française contribue déjà à hauteur de 20% à la production d'énergie verte, grâce à la biomasse, au photovoltaïsme et à l'éolien. Aujourd'hui, les ambitions sur le solaire sont fortes, comme en témoignent les annonces gouvernementales de février dernier, avec un objectif à 2050 de dépasser les 100 gigawatts de capacité photovoltaïque installée dans l'Hexagone. Dans ce cadre, les opportunités offertes par l'agrivoltaïsme suscitent l'intérêt chez bon nombre d'entre vous, mais aussi des interrogations. De quoi parle-t-on au juste? Qu'est-ce que l'agrivoltaïsme? Quels sont les enjeux? En quoi les systèmes s'adaptent-ils à l'agriculture? Et en quoi ont-ils vocation d'adaptation aux productions? Quelles techniques et quels équipements sont aujourd'hui disponibles et pour quels usages? Et enfin, quels sont les bénéfices pour vous, agriculteurs? Pour mieux comprendre le sujet, la Factory de la France agricole et Engie Green ont rassemblé un plateau d'experts. Tout d'abord, Sophie Stévenin, de la Chambre régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Sophie, vous êtes responsable de la station expérimentale CEFRA, station régionale donc d'expérimentation fruits, sur laquelle est installé le dispositif agrivoltaïque en fruits à noyaux. Bonjour Sophie. Bonjour. Catherine Picon-Cochard, vous êtes directrice de recherche à l'INRAE et aussi directrice de l'unité de recherche UMR-UREP qui travaille à Clermont sur l'écosystème prairial. Bonjour. Aline Chapulliot, Bonjour. vous êtes responsable du service Nouvelles Offres chez Engie Green. Bonjour. Et enfin Nicolas Tenay. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes responsable de l'innovation secteur agricole et éco-conception agroalimentaire pour l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Avant de commencer, nous vous rappelons que vous pouvez poser vos questions dès maintenant, dès à présent par écrit. Nous les relayerons à la fin de la présentation. Alors, l'agrivoltaïsme, de quoi parle-t-on? Je donne tout de suite la parole à l'INRAE. Catherine, pouvez-vous nous rappeler comment est apparu ce terme et dans quelles circonstances? Alors, c'est un terme qui est apparu avec une publication de Christian Duprat, qui travaillait à l'époque à l'INRA, maintenant qui est INRAE, donc à l'INRA de Montpellier, et donc qui a eu l'idée de combiner sur une même surface, en fait, à la fois une production d'énergie solaire et une production agricole. Mais faire en sorte que les deux coexistent et qu'elles puissent vraiment exister ensemble, et donc pour créer une synergie. Et en fait, cette idée-là, elle est venue aussi des études qui ont été menées en agroforesterie, en fait, qui permet en fait, de combiner deux productions, une production d'arbres et une production sous les arbres en conditions d'ombrage. Et donc, il est bien possible d'avoir une production agricole en conditions d'ombrage et de ce fait d'avoir des panneaux qui apportent de l'ombre sur la production agricole. Donc, il y a un potentiel à tester, intéressant à tester. Et donc, l'idée, c'était d'avoir ces deux productions ensemble sur une même surface et d'être dans synergie pure. Et donc, après, il y a une terminologie qui est en cours d'évolution. Et donc, ça va. Je passe la parole. Ouais, c'est important d'ailleurs de donner une définition à ce terme, Nicolas. Je ferai un parallèle pour que deux personnes se comprennent. Il faut qu'ils parlent la même langue. Donc tout simplement, il faut qu'on ait la même définition de ce dont on va parler. Donc il est important concrètement qu'on explique ce qu'on met derrière ce terme d'agrivoltaïsme. D'où cette nécessité de faire consensus, en tout cas sur cette définition, sachant que c'est un terme qui, à l'heure actuelle, réglementairement, est assez mal qualifié. Parce que uniquement qualifié dans le cadre d'un appel d'offres qui existe, l'appel d'offres Creux Innovation, où on parle de couplage entre une production agricole primaire et une production énergétique secondaire. Pour autant, ces termes de primaire, secondaire sont assez mal qualifiés, donc il y a nécessité, en tout cas, donc différents acteurs, y compris nous, l'ADEME, sommes allés de notre proposition d'une définition dans laquelle on va un peu plus qualifier. On va notamment dire que ça doit répondre à des questions de besoins agricoles, que ça doit proposer un service agricole et notamment, pour reprendre ce que disait Catherine, que les installations doivent être, ça doit être sur une même emprise foncière qu'il y a à la fois de la production énergétique et de la production agricole. Maintenant que nous sommes éclairés sur la définition du terme agrivoltaïsme, passons à la question de la contribution de l'agriculture dans la production d'énergie renouvelable, avec 2 exemples concrets pour illustrer les choses.
Le premier en arboriculture et le second en élevage. Commençons par vous, Sophie. Vous êtes donc, je le rappelle, directrice d'un verger un peu spécial situé dans la Drôme, qui se trouve sur la station d'expérimentation Fruits Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit d'un dispositif expérimental à la pointe. C'est bien cela? Parlez-nous du contexte et des enjeux. Voilà. Donc nous, c'est un dispositif, on a deux dispositifs en fait, un dispositif pilote et un dispositif expérimental. Et donc pour revenir au contexte et aux enjeux, on constate depuis plusieurs années les effets du réchauffement climatique, du changement climatique sur l'arboriculture fruitière et notamment sur les fruits à noyaux, puisqu'on a des effets, suite aux canicules, on a des effets de blocage des arbres, avec derrière des pertes de rendement, on a des brûlures directes sur les fruits. On a eu l'exemple encore en 2019, en 2020. 2021 était un peu atypique. Et donc ça, c'est les effets directs réchauffement climatique. On a aussi des hivers plus doux, ce qui fait qu'on a tendance à sélectionner des variétés, notamment en fruits à noyaux, avec des moindres besoins en froid. Mais de ce fait-là, on est encore sur une zone limite et donc on a des périodes qui exposent les arbres fruitiers au gel plus grandes. Et on a aussi là les aléas climatiques, on va dire plus classiques, type grêle. Et donc l'objectif, c'est à la fois avec ce type de structure donc agrivoltaïque, de pouvoir apporter de l'ombrage qui d'une part éviterait les effets canicules. Les panneaux peuvent aussi être utilisés aux périodes de gel de printemps pour remonter la température de quelques degrés et aussi, étant donné qu'on installe des filets anti-grêle sur la majorité maintenant des vergers qui se plantent, utiliser la structure pour installer des filets anti-grêle. Voilà un peu tous les enjeux qu'on peut voir à ce type de structure. Et donc, notre objectif, ça va être de tester l'impact des panneaux agrivoltaïques par rapport à un témoin uniquement protégé sous filet anti-grêle. Et là, on a une structure, donc filet anti-grêle plus panneaux agrivoltaïques sur pêchers, abricotiers et dans une moindre mesure cerisiers. Voilà. Et je me tourne maintenant vers Catherine. Au niveau de l'élevage, quel est le contexte finalement? Alors, le contexte, tout d'abord, nous, dans mon unité, on travaille sur les prairies permanentes, donc qui sont au cœur des systèmes d'élevage. Et donc, ces prairies permanentes, tout d'abord, couvrent un grand nombre de surfaces, que ce soit en Europe, en France, ça peut aller jusqu'à un tiers. Et dans le Massif central, c'est environ 70% de la SAU, ce qui en fait une des premières prairies d'Europe. Donc, selon les zones géographiques, la couverture peut être très importante. Et ces prairies rendent un certain nombre de services. Alors, les services agricoles, bien sûr, puisque les prairies alimentent les herbivores grâce à l'herbe, donc en quantité et en qualité, mais aussi assurent un certain nombre de services de protection de l'environnement, notamment ces écosystèmes protègent les sols, sont aussi capables de réduire l'effet du changement climatique en stockant à long terme du carbone toujours dans les sols, et c'est un support de biodiversité aussi très important. Donc, de fait, ces prairies rendent de nombreux services, et pas que des services agricoles. Donc, dans le contexte du changement climatique, avec des sécheresses plus marquées et des coups de chaud, des canicules, les risques, c'est une réduction drastique du fourrage disponible pour les herbivores, donc plus d'herbe disponible. Risque aussi qu'après ces canicules, en fait, la récupération ne soit pas bonne et que sur le long terme, on va sur une dégradation complète de la prairie. Et puis après, risque aussi sur les stocks de carbone accumulés depuis des années, avec une réémission du CO2 stocké à long terme dans l'atmosphère. C'est le cas de la canicule 2003, où en fait, l'équivalent de 4 années de stockage de carbone a été remis dans l'atmosphère en un seul événement de grosse chaleur et de sécheresse. Donc les enjeux, c'est de pouvoir pérenniser en fait les systèmes d'élevage, donc pérenniser la production de fourrage. Et l'ombrage, c'est une façon d'atténuer en fait les effets de sécheresse ou de canicule, puisque l'herbe va se déshydrater plus lentement et donc l'offre d'herbe verte risque d'être meilleure en système d'ombrage.
Donc de l'ombrage sous panneau, ça peut être de l'ombrage sous les arbres, mais voilà, il y a un enjeu important à atténuer l'effet du changement climatique sur la production d'herbes et sur l'écosystème en général. Donc on vient de voir effectivement les enjeux en termes de production fourragère avec vous, Catherine, et l'arboriculture avec Sophie. Et finalement, Aline, alors en quoi Engie est légitime dans ce cadre? Alors, Engie est leader sur le sujet du photovoltaïque et de l'éolien depuis plusieurs années maintenant. Et à ce titre, on bénéficie d'un très fort ancrage sur les territoires ruraux et agricoles. On commence à être une grande équipe qui est répartie sur toute la France. Et c'est vrai que collectivement, depuis plusieurs années maintenant, et ça s'intensifie de mois en mois, on se rend bien compte que les attentes de nos parties prenantes et les besoins, notamment des exploitants agricoles, ont complètement évolué. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les discours, un exploitant agricole ou un élu local, qui peut être aussi exploitant agricole, ne nous parle plus que de production d'électricité verte, mais le discours a changé. Aujourd'hui, on nous parle de résilience face aux risques climatiques, on nous parle de comment investir dans des outils nouveaux, on nous parle de PAT, de plan d'alimentation territoire, on nous parle de protection des cultures. Donc on voit bien que le contexte a changé et il s'est complexifié. Et dans ce cadre, les retours d'expérience d'Engie, sa capacité d'évoluer, son savoir-faire, nous permet de nous positionner pour participer à relever ce défi. Alors, quelle technique, autre volet, quelle technique et quels équipements pour quelle production finalement? Nous allons voir dans un instant que c'est véritablement l'innovation qui est le pilier de l'offre de solutions plein champ comme en serre. Et nos invités vont détailler pour vous un certain nombre de solutions déjà disponibles. Nicolas, est-ce que vous pourriez balayer pour nous un certain nombre de systèmes disponibles aujourd'hui? Et question subsidiaire, est-ce qu'on a des données aujourd'hui sur l'impact que ces structures ont sur la production agricole, notamment sur les seuils de tolérance des espèces, l'impact des conditions pédoclimatiques locales? Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand vous allez choisir une technologie, ce n'est pas forcément avec le choix de telle ou telle technologie que votre projet s'inscrira directement dans l'agrivoltaïsme, dans le sens où avec une même technologie, vous pouvez faire un projet qui va être très impactant sur l'agriculture, sur la production agricole, comme vous pouvez faire un projet qui est extrêmement intéressant et qui va apporter un vrai service. Alors, dans les différentes technologies, depuis quelques années, au début des années 2010, s'est mis en place les serres photovoltaïques. Donc, ce sont des serres avec des panneaux photovoltaïques en toiture. Ça, c'est vraiment les premières installations qui sont mises en place. Et puis, sont ensuite aussi arrivées des ombrières, alors ombrières fixes, qui se sont beaucoup développées, notamment sur tout ce qui est élevage ovin. Les ombrières mobiles qui commencent à se développer maintenant un petit peu plus. Vous voyez sur la photo des panneaux verticaux bifaciaux sur lesquels également il y a des recherches qui sont faites, voire des premières expérimentations qui sont en cours en France, mais aussi des expérimentations qui sont en cours notamment en Allemagne ou dans des pays étrangers. Ce qu'on observe quand on regarde un peu à la fois l'analyse bibliographique et les retours d'expérience sur ces différents projets, c'est que souvent on a un impact qui est soit neutre, soit négatif, en tout cas sur la production agricole. Après, on observe aussi que dans certains contextes spécifiques, avec des conditions pédoclimatiques assez particulières, avec des stress qui existent sur certains endroits, on peut aussi avoir, que ce soit au niveau des prairies, que ce soit au niveau de la viticulture, que ce soit au niveau de la production en verger, aussi un impact intéressant sur ces cultures. Donc, c'est difficile à l'heure actuelle d'émettre des généralités par rapport à ça. C'est en ça que c'est important à la fois de regarder les projets au cas par cas, de regarder dans quel contexte il va se positionner, à quoi il va répondre et comment cette technologie va être mise en œuvre. Et puis aussi de suivre dans un temps moyen à long aussi ces projets, parce que là on touche de près la science du vivant. C'est un petit peu différent des purs projets techniques où assez rapidement on peut avoir un retour d'expérience. Là on touche les sciences du vivant, donc on a ces besoins-là de suivi sur 2, 3, 4 années pour voir s'il n'y a pas des effets sur le long terme par rapport à la production. Donc voilà, pour répondre à votre deuxième question, encore une fois, on pressent en tout cas des effets intéressants, que ce soit sur la viticulture, l'arboriculture, mais aussi sur les prairies. Reste à confirmer également sur maintenant quelles sont les bonnes pratiques en tout cas pour que ces bons premiers résultats en tout cas puissent être confirmés.
Alors Aline, où en est NJ Green dans cette démarche? Est-ce que vous embrassez aussi finalement cette démarche de cas par cas, d'études au cas par cas, différentes situations chez les agriculteurs? Oui, je vais vous donner 2 exemples illustrés par 2 technologies. Peut-être je ne sais pas si on peut avoir une image. La première technologie, c'est l'agrivoltaïsme dynamique. NJ Green a fait le choix de s'associer avec Sonagri, qui est le pionnier de la solution d'agrivoltaïsme dynamique en France. Ça s'adresse à des cultures pérennes, type les vergers, comme tout à l'heure l'expliquait Sophie, ou la viticulture. Pourquoi pas à terme aussi le maraîchage. Ce sont des cultures dites à haute valeur ajoutée et qui subissent de plein fouet les aléas climatiques, hein. Tout le monde a en tête les épisodes de fortes canicules, de sécheresse ou de grêle ou de gel ces derniers mois ou ces dernières années. Et donc le principe est relativement simple en fait. C'est de placer des ombrières agricoles en hauteur qui protègent les cultures. Il s'avère que ces ombrières sont photovoltaïques. Donc elles produisent de l'électricité, mais surtout elles sont pilotées. Alors elles sont pilotées à la main de l'homme, mais elles ne sont pas pilotées en fonction de la course du soleil, mais elles sont pilotées en fonction des besoins des plantes qui poussent en dessous. Le deuxième exemple que je peux évoquer, c'est un projet sur lequel on travaille en interne chez NJ Green, qu'on a baptisé aujourd'hui Camélia. Donc aujourd'hui c'est une marque. Ça correspond à une structure nouvelle, un peu contre-intuitive finalement. C'est de placer des panneaux solaires à la verticale. Donc ce sont des panneaux qui sont bifaciaux, qu'on place à la verticale. Donc on appelle ça des haies solaires, puisque vu du dessus, ça prend à peu près 15 à 20 cm de large. Donc c'est très peu intrusif sur le terrain. Et là, on va s'adresser plutôt à des cultures type grande culture céréalière, élevage, ovin, bovin, et aussi, pourquoi pas, du grand maraîchage extensif, comme par exemple la production d'asperges, par exemple. L'intérêt, c'est aussi que la rotation des cultures est possible et que la mécanisation peut se passer sans problème, puisqu'on design les structures agrivoltaïques en fonction des outils présents sur l'exploitation et des besoins de l'exploitant. C'est 2 technologies qui n'ont rien à voir, qui s'adressent à des géographies différentes, à des cultures différentes. En tout cas, elles ont un point commun que j'exprime ici. C'est dans les 2 cas, la priorité est à la production agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la production énergétique, à nous, par exemple NJ, de s'adapter à l'activité présente au point d'accepter le fait de désoptimiser notre production électrique. C'est vraiment ça le cœur de l'agrivoltaïsme. Pour nous, opérateurs, c'est un changement de prisme, mais qui est complètement assumé. On est pleinement volontaire pour progresser. Et on sait qu'aujourd'hui, on joue sur le triptyque. Moi, je dis qu'on doit être créatif parce qu'on doit sortir de nos habitudes et du photovoltaïque industriel et répétitif et s'adapter à l'exploitant, à ses pratiques, à un nouveau contexte. Donc on doit être créatif, on doit être très prudent, parce que comme l'ont rappelé Catherine ou Sophie, qui sont des professionnels, hein, côté agronomie, on touche à du vivant, donc on ne sait pas tout. Donc il faut être prudent, il faut assumer d'être prudent. Et puis enfin, je pense qu'on a un devoir de rigueur, parce qu'on va travailler avec des exploitants, sur les terres des exploitants. Ils vivent de leurs terres, de leur production. Et donc nous, on leur doit de la rigueur. On va être colocataire pendant 20, 25 ou 30 ans, voire plus. Donc on a ce devoir de rigueur vis-à-vis d'eux. J'avais une question, Aline, sur le projet Camélia. C'est un projet donc, qui a vocation à... Vous avez déjà des solutions qui sont prêtes, parce que c'est intéressant sur des cultures qui permettent des rotations. Donc là, pour le coup, on est sur d'autres types de projets.
En dehors de Camélia ou Oui, ou Camélia, sur Camélia. l'application Oui, Camélia? oui. Alors aujourd'hui, on a le démonstrateur, le prototype Camélia qui va sortir de terre, c'est une histoire de jours là, sur un système prairial, donc en élevage bovin. Et en interne avec les équipes, on est en train d'améliorer déjà ce premier prototype pour pouvoir l'adapter à des cultures céréalières et aussi à des cultures, des grandes cultures maraîchères. J'ai cité l'asperge parce que l'asperge doit prendre en compte un enjeu qui est celui du vent. Et donc, le positionner des haies solaires pourrait faire office de brise-vent et ça pourrait apporter des bénéfices qui sont encore approuvés, mais on pourrait apporter des bénéfices sur la culture de l'asperge. C'est pour ça que je citais cet exemple. L'innovation est là, effectivement, ça Oui, continue. ça et- cogite. Passons à présent aux bénéfices pour vous, agriculteurs. Je crois que vous avez quelques résultats partagés, notamment en élevage, Catherine, sur des conclusions préliminaires en termes de bénéfices agronomiques. Alors oui, on a donc depuis 1 an et demi, on mène une étude avec 2 partenaires, JP2E et Photosol, donc en élevage ovin, sur 2 sites. En fait, c'est des fermes solaires qui sont déjà installées depuis une 4 ans et l'autre, ça va faire 7-8 ans maintenant. Et donc, c'est des structures fixes. Par contre, on a parlé de dynamique tout à l'heure, là. Donc, c'est vraiment des structures fixes au sol, pâturées par des ovins et sur des grandes surfaces. Et donc, on a mis en place un protocole qui nous permet de quantifier les effets respectifs, en fait, de la présence des panneaux sur la pousse de l'herbe, sur l'offre fourragère et sur le microclimat, en fait, que les plantes suivent. Et puis, on a aussi quelques suivis de composition botanique. Donc l'idée, c'était de suivre sur plusieurs saisons, en fait. On a 3 conditions expérimentales et puis on a équipé ces conditions expérimentales avec un certain nombre de capteurs pour en fait évaluer l'effet des panneaux sur le microclimat. Donc ce qu'on appelle le microclimat, donc c'est à la fois les conditions de lumière, de température, d'humidité, aérien et dans le sol aussi, parce que le sol joue un rôle important sur la capacité à produire de l'herbe. Donc les résultats préliminaires, on va dire avec un recul d'1 an, dans 2 pédoclimats différents, un site de plaine et un site de moyenne montagne, il y a des convergences en termes de résultats, des points communs, même si on est en plaine et en moyenne montagne, ou même si les structures ne sont pas tout à fait faites pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir des écartements qui ne sont pas tout à fait les mêmes entre les rangs, donc forcément ça impacte sur le microclimat, mais globalement on a quand même des effets qui se ressemblent entre panneaux de plaine et puis moyenne montagne. Donc, par exemple, en été, l'herbe reste verte plus longtemps sous les panneaux. Donc ça a un effet bénéfique pour finalement les ovins, puisqu'ils ont de l'herbe verte avec une qualité fourragère qui semble aussi être supérieure à ce qu'on trouve hors situation d'ombrage. Donc ça, c'est l'été. Après, au printemps, sortie d'hiver, début de printemps, avec le microclimat favorable sous les panneaux, on a une pousse de l'herbe qui démarre plus tôt. Donc de l'herbe verte plus tôt au printemps. Et en même temps, on a moins de sécheresse aussi sous les panneaux, dans le sens où l'herbe consomme moins d'eau quoi qu'il arrive, puisqu'elle a moins de lumière, donc elle consomme moins d'eau. Il y a quand même de l'eau qui passe sous les panneaux. Enfin, ce n'est pas complètement hermétique. Donc des choses intéressantes. Après, ça s'annule un peu l'hiver, en fait. Ça se comporte à peu près pareil entre les zones avec panneaux et sans panneaux en période hivernale. Mais globalement, on a une offre, ce que je dirais sur ces parcs, les animaux ont une offre de fourrage en quantité et en qualité très variée, beaucoup plus variée que ce qu'il peut y avoir sur une prairie classique où en fait tout est dans les mêmes conditions microclimatiques. Et au niveau valeur alimentaire, vous allez jusqu'à la caractérisation. On mesure certains paramètres de la valeur alimentaire, par exemple la teneur en protéines ou les fibres, qui sont deux caractéristiques importantes de la valeur alimentaire. Effectivement, on a des choses très différentes entre sous-panneaux et hors panneaux, et ça vient du fait que les plantes s'adaptent à l'ombrage, en fait. Donc la question, c'est de savoir, c'est sur le long terme, en fait, est-ce que toutes les espèces vont vraiment être capables de rester dans ces conditions d'ombrage qui sont très marquées. On voit quand même des zones de sol nu qui commencent à s'installer sous les panneaux. Après, il y a du bien-être. Les animaux, on sent aussi qu'il y a un effet parasol et parapluie.
c'est-à-dire protection contre les intempéries, et puis la pluie, et puis protection aussi quand il fait chaud. Donc les animaux ont l'air plutôt de se plaire sous les panneaux. Après, il n'y a pas d'études zootechniques pour l'instant avérées pour dire effectivement il y a un plus d'un point de vue zootechnique, et donc là il y a encore beaucoup de travaux à faire. Mais pour le moment, voilà, globalement... Pour le moment, en termes de prairies, on va dire sur le court terme, on voit des effets. Donc là, on va continuer et poursuivre sur encore 2 ans quand même pour voir si ces effets initiaux en fait sont observés sur le plus long terme. Et Sophie, alors quelle analyse au niveau du verger? Alors, donc nous, au niveau du verger, on va commencer, puisque le verger a été implanté cet hiver. La structure photovoltaïque a été implantée dans le courant 2021 et le verger va commencer à pousser, le verger pilote cette année, donc en abricotier, cerisier et pêcher. Et donc, on va mesurer beaucoup de variables sur les arbres pour arriver à avoir une précision technique importante sur le comportement des arbres sous panneau par rapport à un témoin. Donc, notamment tout ce qui est longueur de pouce. Après, il faut qu'on ait au minimum, et donc on a minimum 5 ans de mesures à faire pour déjà avoir des arbres qui entrent en production à partir de la troisième année. Et donc, on aura aussi des mesures à faire sur tout ce qui est induction florale, sur tout ce qui est nouaison. Après, qualité de rendement, calibre, qualité des fruits, qualité aussi, donc qualité gustative et qualité visuelle, puisqu'on avait cet aspect brûlure sur fruits. Tout ce qui est mesure de rendement. Et ensuite, étant donné qu'on est en plante pérenne, on peut avoir un impact de l'ombrage sur l'année suivante. Donc, on mesurera aussi le retour à fleurs. Voilà, on a beaucoup de variables à mesurer. On va faire varier, on a la possibilité de faire varier l'irrigation en fonction de la consommation des plantes, puisque c'est avéré qu'avec de l'ombre, les arbres consommeront moins d'eau. Donc, on va adapter aussi la quantité d'eau qui est fournie en fonction de la demande des plantes. Donc là, il y a une multitude de capteurs qui mesurent l'évapotranspiration. On a des sondes dans le sol, on a la chaleur dans le feuillage qui est mesurée, etc., pour optimiser le logiciel de pilotage des panneaux. Et donc, on compare ça par rapport à un témoin. Et donc, dans quelques années, on pourra donner, je pense, des références fiables. Mais en arboriculture, comme en viticulture, 5 ans, c'est vraiment un minimum pour arriver à faire des références. Voilà, et c'est le premier dispositif en arbre fruitier à noyau. Et après, un bénéfice, c'est sûr, c'est de pouvoir utiliser la structure pour fixer les filets anti-grêle, puisque sinon on est obligé de mettre des poteaux spécifiques. Et puis, à l'heure actuelle, diminuer l'irrigation, c'est aussi une préoccupation importante. Donc, rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous, non, mais même déjà oui. cette année, à la fin de 2022, on aura quand même quelques données, puisque moi, là, j'ai parlé du dispositif pilote, mais sur la même parcelle, on a un verger de pêcher qui est en pleine production sur une superficie plus petite, mais sur laquelle on va comparer aussi l'effet des panneaux par rapport aux témoins sans panneaux. Donc là, déjà, à partir de cet été, on aura les mesures sur les fruits, la coloration, la qualité, le calibre, etc., la tenue, voilà. Alors, l'ADEME a travaillé sur la rentabilité, sur les éléments de rentabilité. Quel retour avez-vous sur la question, Nicolas? Alors, on a travaillé, effectivement, on a publié une étude qui est sortie la semaine dernière où, effectivement, on a enquêté plus d'une 50aine d'exploitations, qui ne sont pas toutes de l'agrivoltaïsme, mais qui sont des installations de systèmes photovoltaïques sur terrain agricole. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les retours d'expérience et les données quantitatives sont peu robustes et très faibles. Donc je rebondirai sur ce que disait Sophie. Enfin, on a, et notamment sur les dispositifs dont on entend beaucoup parler, que ce soit les ombrières mobiles, que ce soit les panneaux verticaux, et même dans une certaine mesure les ombrières fixes, on a des bases de données, des bases de référence assez pauvres.
Ce qu'on observe quand on regarde un petit peu et quand on interviewe ces projets-là, c'est plus sur des systèmes qui se sont développés déjà depuis quelques années. C'est notamment les serres photovoltaïques. Alors, c'est important d'avoir en tête quand même les serres photovoltaïques. On en parle beaucoup parce qu'il y a énormément de serres qui sont développées dans les années 2010. Et on parle beaucoup des serres alibi. Enfin, ça a été un peu, il y a eu un peu tout et n'importe quoi qui s'est développé, effectivement, avec beaucoup de serres. On donne souvent ce terme, ce ratio de 2 serres sur 3 à 3 serres sur 4, sous lesquelles il n'y a plus aucune production. Alors, effectivement, on a fait un peu, il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont engagés et sans que ça réponde clairement à une problématique agricole. Bon, passons celles sur lesquelles il n'y a plus rien. Après, il y a quand même eu une réflexion et on se rend compte, on trouve des projets sur lesquels il y a eu une vraie réflexion sur comment était conçue la serre, comment étaient apposés les panneaux photovoltaïques en toiture, et donc pour essayer de combiner en tout cas ces deux typologies de production et en essayant de réfléchir à la fois les cultures sous panneaux, les itinéraires, l'adaptation des itinéraires techniques, des pratiques agricoles. On se rend compte quand même, et quand on interviewe en tout cas les producteurs, qui sans nous faire la preuve non plus et sans vouloir non plus nous donner des éléments très précis et très quantitatifs, qu'ils peuvent témoigner en tout cas d'une satisfaction, seraient prêts, enfin, et ils ont trouvé leur compte en tout cas avec une certaine adaptation, encore une fois, des cultures et de ce qu'ils mettent en place. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, donc ce que je disais sur les autres systèmes, cette rentabilité, alors elle va se construire de façon un peu différente selon les modèles économiques que proposent les développeurs et comment participent également les exploitants agricoles, avec aussi des loyers, enfin on en parlera peut-être un petit peu plus tard, avec des questions autour de le loyer ou comment les agriculteurs aussi sont associés à la production énergétique et touchent une rémunération par rapport à cette production-là. Mais surtout aussi va se faire par rapport à en quoi la structure va permettre de limiter leurs pertes suite à tel ou tel aléa climatique ou en tout cas faire en sorte que sur une même emprise foncière, il puisse y avoir de façon conjointe et de façon partagée en tout cas ces deux typologies de production. Mais encore une fois, on a ce besoin-là d'avoir un petit peu de temps là pour vraiment construire ces références et ces données entre tous les acteurs, que ce soit les acteurs agricoles et les acteurs énergétiques. Et oui, je dirais quand même rendez-vous d'ici quelques années. Alors, c'est peut-être pas 5 ans, parce qu'on aura ces références consolidées un petit peu plus rapidement, mais rendez-vous d'ici 2-3 ans, avant en tout cas de passer à la marche supérieure de déploiement vraiment à une plus grande échelle de ces systèmes-là. Alors, nous devons avoir un agriculteur au bout du fil, Adrien, qui est producteur de cerises et qui voulait partager son expérience. Adrien, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, on a un petit souci avec Adrien, sinon on va passer à la question pour Aline et on reprendra Adrien tout à l'heure. Adrien, vous êtes avec nous? Sûrement. Bonjour Adrien. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de passer par chez nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots quelle est votre production et la raison pour laquelle vous vous êtes tourné vers une solution d'agrivoltaïsme, s'il vous plaît? Expliquez-nous. Alors, donc, nous, on a une exploitation donc, sur la Drôme, à Loriol-sur-Drôme, donc à côté de la CEFRA. Donc, il y a donc déjà la première expérimentation. Nous, on fait uniquement sur la cerise. Donc, on va vraiment axer notre production avec l'agrivoltaïsme sur la cerise. On va faire 3 hectares cet été sur la cerise. Donc, plusieurs variétés. Et pareil, comme la CEFRA, nous allons voir, on va dire, les, comment dire, les bénéfices de la production, etc. Pour qu'on vous comprenne bien, vous venez d'implanter les cerisiers là ou vous allez Non, voir les bénéfices, enfin la première récolte là cet été? non, pas encore. On va d'abord faire la structure et ensuite on plante les cerisiers courant octobre-novembre. Et alors Directement. ça répond à quelle problématique pour vous dans la Drôme? J'imagine la même que celle effectivement que nous a décrite Sophie tout à l'heure. Tout à fait. Expliquez-nous. La problématique voilà, du gel, de la grêle, de la sécheresse, différentes problématiques qu'on peut voir un peu de partout en France en ce moment. Euh, donc voilà, ça correspondait à peu près à ce qu'on voulait essayer, puis on voulait voilà, innover un petit peu. Le projet donc de Sonagri nous avait bien plu. Donc voilà,
on voulait tester. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté le pas cette année? Ah, la nouveauté. On aime bien, on va dire, alors, comment expliquer? On a toujours été une exploitation à essayer de chercher la dernière nouveauté. Par exemple, on a planté des grenades il y a 5 ans, on est les premiers dans le coin à le faire. Il y a 40 ans, on était les premiers dans le kiwi. Voilà, aujourd'hui, dans le coin, à part donc la CEFRA, nous sommes les premiers à sauter le pas et à voir un peu les bénéfices et ce que ça peut apporter à la société. Donc c'est l'innovation donc, qui vous mène. Mais mille merci Adrien Tout à fait. pour votre témoignage. Mille merci. Merci beaucoup. Merci. Alors Aline, au-delà des avantages sur la production agricole, est-ce que vous pouvez nous parler des autres bénéfices que vos solutions NG Green apportent aux agriculteurs? Je vais effectivement, pour compléter les discours de mes 3 collègues, je vais vous parler de ce qui est invisible, de ce qui ne se voit pas, et pour autant ce qui fait l'assiette des projets agrivoltaïques. C'est quoi l'invisible? Eh bien, c'est tout le montage qui est fait avec l'exploitant agricole, puisque c'est un outil qui est fait pour lui, pour son exploitation. 4 exemples. Le premier, c'est tous les questionnements qu'on va avoir sur la partie juridique et foncière, avec un des enjeux fondamentaux qui va être de garantir à l'exploitant agricole, quelle que soit sa culture, qu'il garde ses droits réels sur son foncier. Ça représente énormément pour un exploitant, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça c'est hyper important et aujourd'hui on sait faire. Le deuxième exemple, c'est tout le montage assurantiel. Évidemment, quand on va coupler sur un même site une production agricole et une production énergétique, le risque zéro n'existant pas, il y a même si toutes les précautions sont prises, un dommage aux cultures est possible et un dommage à la structure photovoltaïque pourrait l'être aussi. Donc la question assurantielle, elle est aussi importante. Il ne s'agit pas de générer des charges supplémentaires ou des risques supplémentaires pour un exploitant. Donc là, on a la chance, dans le groupe Engie, d'avoir une couverture assurantielle juste dingue. Et donc, ce mécanisme protecteur, on en fait bénéficier l'exploitant. Troisième exemple, évidemment, c'est le montage économique. On a plusieurs possibilités pour construire le projet avec l'exploitant agricole. Le principe de base, c'est de se dire on partage les terres, comme je l'ai dit tout à l'heure, on partage la lumière, il faut qu'on partage aussi la valeur créée par ces structures qui produisent de l'électricité verte, parce que c'est générateur de valeur ajoutée. Alors il y a plusieurs façons de partager la valeur, par des aides à l'investissement au départ, par une contribution de revenus plutôt dans une logique qui s'étale dans le temps, fixe et qui s'étale dans le temps. On a une capacité d'ouvrir aussi au capital, il y a différentes formes possibles, mais d'ouvrir aussi au capital les sociétés agrivoltaïques qui sont donc installées sur ces terrains. Et puis il y a un sujet qu'évoquait tout à l'heure Sophie, c'est l'intérêt aussi de mutualiser tout ce qu'on peut sur les projets agrivoltaïques. Je m'explique, par exemple, on peut utiliser les poteaux pour faciliter la mise en place de l'irrigation ou du palissage. Ça, c'est une réalité, c'est une charge pour l'exploitant. Donc tout ce qu'on peut mutualiser, finalement, à la fin, c'est une économie. Donc tout ce montage économique, qui est invisible une fois que le projet est sorti de terre, c'est pourtant un des fondements de ce genre de projet. Et puis le dernier point qui nous tient vraiment à cœur et qui est pour nous un prérequis indispensable, finalement Sophie l'a évoqué aussi, c'est d'avoir un organisme de suivi. Il y a un exploitant qui a ses pratiques et ses besoins, il y a un opérateur comme nous, mais on touche à du vivant, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la prudence étant de mise. La donnée, on l'accumule au fur et à mesure des années, et donc on a besoin d'être accompagné d'un organisme de suivi, alors public, privé, quelqu'un d'indépendant, enfin peu importe, mais ça fait partie de notre façon de faire. Donc, je ramasse mon petit carton qui est tombé. Ce qu'on voit dans ce contexte-là, et c'est une démarche nouvelle pour nous et pour d'autres opérateurs, et c'est aussi une des différences entre le photovoltaïque classique, on va dire dit industriel, et l'agrivoltaïsme, c'est que on doit travailler à livre ouvert avec l'exploitant.
on doit se poser des questions ensemble, en toute transparence. Un jeune agri qui s'installe n'aura pas les mêmes besoins et les mêmes demandes et les mêmes questions qu'un agriculteur qui est proche de la retraite. Donc voilà, c'était le complément que je voulais apporter, c'est toute cette partie. Chez NG Green, vous avez aussi maintenant des experts, des ingénieurs agronomes. Oui, tout à fait, c'est aussi l'évolution des sociétés comme la nôtre, c'est que les profils qu'on embauche, les profils qui nous accompagnent, évoluent au fur et à mesure des besoins. Donc effectivement, des profils ingénieurs agro, alors soit en interne, soit des consultants extérieurs qui nous apportent leur éclairage, ça fait partie des évolutions de nos sociétés. C'est pour répondre au mieux aux besoins. C'est une démarche de véritable partenariat, quoi. C'est exactement. Vraiment, on avance main dans la main avec chaque agriculteur. Exactement. Alors, à présent que nous avons évoqué le contexte, les techniques, les bénéfices, nous arrivons à la dernière partie de cette table ronde qui se rapporte à l'agrivoltaïsme en pratique. Comment cela fonctionne-t-il? Qui cela concerne-t-il? Est-ce qu'il y a des contraintes, des prérequis? Quelle compatibilité avec la PAC? Sophie, je vous passe la parole. Je viendrai sur la PAC après, mais déjà on va avoir par rapport aux contraintes, c'est des projets qui se réfléchissent plusieurs années en amont. Parce que déjà, il faut que, si je parle de l'arboriculture ou de la viticulture, il faut avoir déjà la possibilité d'être sur une nouvelle plantation. Donc ça veut dire que la structure agrivoltaïque est implantée avant la plantation des arbres. Parce que d'une part, c'est important parce que pour monter ces structures, on a des engins assez lourds qui se déplacent sur la parcelle, donc on a un effet de tassement de sol, même si au préalable on a implanté une culture qui évite d'avoir un trop fort tassement de sol. Voilà, il y a quand même le passage des engins, donc il faut que le chantier dure à peu près entre 4 et 6 mois, donc il faut l'anticiper. Et puis ensuite, il faut que la parcelle soit disponible à la plantation à l'automne pour pouvoir faire un sous-solage qui est nécessaire à la remise en état du sol, pour pouvoir apporter suffisamment de la matière organique type fumier avant plantation, comme on fait pour toutes les plantations. On a eu quelques contraintes au niveau de la façon de planter, parce que d'habitude on n'a pas, quand on plante, on peut planter à la machine et on n'a pas de poteaux qui sont déjà installés, donc il y a quelques petites contraintes mais sur lesquelles on s'est adapté. Il y a le choix des espèces, des variétés, des modes de conduite. Donc les modes de conduite, ça veut dire aussi des distances de plantation qui impliquent donc des distances entre panneaux, des largeurs de panneaux différentes, un pilotage des panneaux qui sera différent avec des distances entre rangs différentes. Donc tout ça, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Et c'est une discussion importante avec l'arboriculteur en amont. Et donc, voilà, c'est des choses par rapport à la hauteur des arbres, les filets anti-grêle qui sont dessous. Il faut que les panneaux puissent bouger sans être gênés par les filets anti-grêle et les arbres qui sont dessous. On est obligé d'avoir des arbres à une certaine hauteur pour arriver à produire, à faire un rendement correct. Donc tout ça, c'est pris en compte quand on co-construit le projet. Voilà, c'est un projet qui est co-construit entre l'exploitant et la société qui travaille sur le dispositif agrivoltaïque. Il y a aussi tout l'aspect commande de plants, puisqu'on doit faire greffer les plants un minima 1 an à l'avance. Voilà, donc ce qui fait que pour que le projet soit conçu et fonctionne le mieux possible, il faut se donner 3 voire 4 ans de réflexion. Enfin, pour l'instant, après, quand on aura peut-être beaucoup plus de références, voilà, mais pour l'instant, il faut se donner ce temps-là de réflexion. Voilà. Et Catherine, pour l'élevage, alors quelles conditions à l'implantation de l'agrivoltaïsme? Alors, il peut y avoir 2 grands types de possibilités en fonction de l'utilisation des terres au moment de l'implantation. Donc, ça peut être sur un sol qui était artificialisé et qu'on transforme et qu'on arrive à transformer en prairie, en semant une flore, plusieurs espèces. On arrive quelque part à refaire une prairie.
parce que forcément, si on veut mettre des animaux, il faut qu'il y ait quand même de quoi alimenter les animaux. Donc là, il y a un cas de figure sur lequel je travaille dans l'Allier, c'était une pépinière, et en fait, ils ont transformé finalement ce sol en sements, et on arrive à une production d'herbe qui est quand même, qui permet en tout cas une activité agricole. Donc ça, c'est la situation qui n'est peut-être pas évidente parce qu'il faut qu'il y ait une implantation, ça prend du temps. Quand on part d'un sol complètement artificiel et qu'on transforme après en sol pour produire de l'herbe, ça demande peut-être 3-4 ans quand même avant que l'herbe s'installe bien. Et après, l'autre possibilité, c'est d'être déjà sur une prairie. Et donc là, il y a d'autres problématiques, notamment comment en fait, le chantier va affecter la prairie, puisque la prairie, je vous en ai parlé tout à l'heure, rend un grand nombre de services. Donc si on retourne le sol, si on abîme l'herbe, tout ça, ça a des conséquences après sur la capacité à refaire de l'herbe en quantité, en qualité. Donc, ça, c'est pas du tout de ma partie, mais c'est vrai que c'est le côté installateur. On doit faire attention à ne pas trop perturber en fait, la prairie telle qu'elle est. Et après, il y a d'autres enjeux, des enjeux environnementaux sur le sol, des enjeux, on va dire, paysagers aussi. Et donc là, ça m'échappe un petit peu, mais il y a une acceptation de la société ou pas à ces implantations, puisque ça modifie quand même les paysages. Enfin, pour les prairies, l'élevage, c'est une solution parmi d'autres pour faire face au changement climatique. Ce n'est pas la solution, je pense que c'est une parmi d'autres, comme par exemple la présence d'arbres pour faire de l'ombrage. Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est intéressant, il y a un intérêt. On manque encore quand même de résultats sur le long terme. Donc, je pense qu'on a besoin de résultats vraiment plus approfondis et sur le long terme pour dire c'est une des solutions vraiment très intéressantes. Pour l'instant, il y a un potentiel intéressant, mais l'idée, ce n'est pas de mettre des panneaux non plus partout, puisque ça peut impacter aussi la biodiversité. Enfin, il y a surtout que les prairies se trouvent dans des paysages avec des structures naturelles, des zones, il peut y avoir de la biodiversité de toutes sortes en fait, des bosquets, des arbres, des points d'eau, etc. Donc, et la difficulté aussi, c'est d'associer un agriculteur qui joue vraiment son rôle d'agriculteur sur la parcelle ou les parcelles qui ont été désignées pour faire de l'agrivoltaïsme. Donc, ça fait beaucoup de conditions pour que on arrive tout au bout. Mais... Et pour la question de la PAC, je reviens à cette question qui est importante. Quelle compatibilité? Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole sur le sujet? Moi, je sais qu'actuellement, la réglementation fait que si on implante une structure agrivoltaïque, les aides PAC sont supprimées, mais parce que ça a été, c'est une réglementation qui a été prise. Moi, j'ai un texte de 2019, mais dans un cadre où il n'y avait pas encore de production sous panneau, production agricole sous panneaux agrivoltaïques. Ça n'existait pas. Voilà, ça n'existait pas. Maintenant, c'est en train de changer. Et je pense que si on peut prouver qu'on peut combiner production agricole au moins équivalente, voire si possible améliorée, puisque l'objectif, c'est d'être moins soumis aux aléas climatiques, peut-être que cette réglementation peut évoluer. Donc, Nicolas, vous avez un mot à rajouter. Oui, juste pour dire que se posera aussi les mêmes questions que celles qu'on se pose en France. C'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de définition qui fait consensus au niveau européen de l'agrivoltaïsme, avec des approches très différentes typiquement entre l'Allemagne et la France. Donc, mais il y a effectivement cette demande qui est faite par certains acteurs de dire que de ne pas associer à un projet agrivoltaïsme forcément une sortie, en tout cas des aides PAC. C'est une vraie difficulté. Et je voulais juste aussi généraliser, on parle beaucoup des aides PAC, mais on peut aussi parler de tout ce qui est les SICO, enfin les fameux cahiers des charges SICO, AOC, AOP, ou même agriculture biologique, où il faut faire attention parce qu'il peut y avoir aussi des contraintes qui sont aussi rajoutées par le cahier des charges de ces différentes SICO, en y apposant en plus parce que alors, je sais notamment sur les filières
volailles de chair sur lesquelles il y a eu des clarifications pour expliquer du cahier des charges. Alors pas tant pour les poules pondeuses, mais vraiment pour les volailles de chair, en précisant qu'un projet agrivoltaïsme, il ne devait pas dépasser, notamment pour une éventuelle implantation de panneaux photovoltaïques sur parcours d'élevage. Donc il faut aussi faire attention à ce point-là. Il ne faut pas uniquement un point de vigilance, effectivement sur les ZPAC qui peuvent disparaître, mais aussi sur une difficulté par rapport à d'éventuelles demandes ou exigences qui ont pu être actées ces derniers mois au niveau de certaines SICO. Merci pour ces précisions. Alors, de façon extrêmement concrète, si un de nos auditeurs est intéressé pour implanter de l'agrivoltaïsme sur son exploitation, à qui doit-il s'adresser? Les instituts techniques, les chambres d'agriculture? Dites-nous, Aline. Tout le monde au final. Nous, côté NJ, on s'inscrit comme un partenaire sur la durée. On est là depuis le dessin du projet jusqu'au démantèlement, en passant par la construction, le financement et toute la maintenance de la structure. Donc les exploitants, ils le font et ils peuvent s'adresser à nous. On étudiera chaque sollicitation, chaque dossier, chaque besoin, voir dans quelle mesure ou pas on peut apporter une réponse, comme l'a dit Catherine, ce n'est pas la solution miracle, on n'est pas magicien. Si on a possibilité de co-construire un projet intelligent, on le fera. Toujours est-il que si ces exploitants ont déjà fait la démarche de s'adresser à leur chambre d'agriculture ou à la structure technique de leur filière, eh bien c'est très bien. S'ils ne l'ont pas fait au moment où ils nous contactent et on commence à cogiter ensemble, on le fera ensemble. Ce n'est pas des projets qui se montent en catimini entre un exploitant et un opérateur. Enfin, ça, c'est une illusion. C'est des projets compliqués. Et pour autant, il y a toute une liste de parties prenantes, on les voit ici finalement, qui sont représentées et qui sont contributeurs de ce genre de projet et qui permettent que ces projets sortent de terre. Bien, merci à tous les quatre. Alors, chers auditeurs, restez avec nous. Nos experts sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, on va commencer tout de suite. Y a-t-il des études mises à disposition par l'INRAE ou l'ADEME montrant le bienfait des panneaux sur prairies et autres? Alors, il y a des études, on en a publié une, nous, la semaine dernière, qui permet en tout cas de référencer l'ensemble des systèmes photovoltaïques sur terrain agricole, qui permet, sur la base de retours bibliographiques et sur la base d'enquêtes qui ont été faites, de montrer en tout cas des premiers retours d'expérience. Ce n'est pas que les bienfaits, ça montre les effets des panneaux sur tout un tas de cultures, que ce soit les prairies, encore une fois, le maraîchage, la viticulture, l'arboriculture, l'aquaculture également, parce qu'on voit aussi ce genre de système-là. Voilà, et ça, qui plus est, à la fin de cette étude, on propose une définition de l'agrivoltaïsme et on propose une sorte d'arbre de décision, enfin d'arbre de définition en tout cas, pour permettre de dire effectivement, est-ce que le projet que j'ai en face de moi ou tel que je le construis, est-ce qu'on pourrait le qualifier d'agrivoltaïsme ou est-ce que c'est une autre typologie de projet? Voilà, en tout cas, pour notre part, après, sachant qu'il y a d'autres acteurs qui sont aussi allés, qui ont aussi publié des études. Je laisserai Catherine parler d'INRAE, de ce qu'elle a pu. INRAE, Catherine. Voilà, donc alors c'est vrai que nous on fait beaucoup de publications à destination, on va dire, des scientifiques. Donc c'est ce qu'on appelle les journaux à comité de lecture. Donc là il y a toute une bibliographie sur les premiers travaux menés par l'équipe de Christian Duprat, sur justement l'effet de panneaux solaires dynamiques. Alors c'était pas sur les prairies. Alors sur les prairies, il y a très peu d'études en fait. Au niveau international, il y en a peut-être, j'ai vu 2 articles ou 3 articles, c'est très très peu. Donc il y a notre étude qu'on a publiée. En fait, on a mis sur archives ouvertes. Donc il y a à la fois un rapport de stage et puis un premier document avec les 1 an de premiers résultats. Donc si vous tapez INRAE Picon-Cochard, HAL, HAL, vous allez trouver le document qui est donc complètement disponible pour tout le monde. Voilà. Alors une seconde question, en quoi les panneaux bifaciaux verticaux apportent-ils un bénéfice concret sur la production adjacente?
c'est ce qu'on est en train d'étudier. Aujourd'hui, on pressent un certain nombre de choses, mais c'est de l'innovation. Donc, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Exemple, l'effet brise-vent des haies et donc indirectement l'effet sur l'évapotranspiration, etc. Et on est en train d'étudier aussi la vague d'ombre qui va être générée par ces haies solaires. Donc on est vraiment dans une logique où le panneau va aller chercher la lumière du matin et la lumière du soir, et la lumière méridienne va être laissée aux cultures. Pour autant, il va y avoir un système de vagues d'ombre selon le design du projet. Donc ça fait partie, comme ça a été évoqué tout du long en fait, quel est le bénéfice généré par cette vague d'ombre. Donc voilà, les études sont en cours, les pressentis sont plutôt positifs. Et Catherine, Voilà. à l'INRAE. Donc c'est vrai pour l'instant, il n'y a pas d'études publiées, je pense, avec des panneaux solaires verticaux. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que par rapport à des panneaux solaires orientés sud, où on est sur de l'ombrage très fort, on voit des effets bénéfiques. Donc avec moins d'impact, les panneaux verticaux, les plantes vont voir beaucoup plus la lumière entre le matin et l'après-midi. Donc on peut faire l'hypothèse, pour l'instant on en est qu'au stade d'hypothèse, que c'est certainement moins impactant en termes de microclimat lumineux, des panneaux verticaux que des panneaux classiques. Donc on s'attend finalement peut-être à un maintien. Mais après, c'est à voir en fait. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est qu'il y a le vent qui est complètement modifié aussi, l'humidité. Donc l'hypothèse serait de dire qu'il y a plus de lumière, et donc potentiellement c'est plus favorable sur le long terme pour les plantes. Donc c'est ça qu'on peut dire. Et donc rendez-vous dans quelques années, dans 2 ans, 3 ans, on aura des résultats. Alors sur prairie du coup là, en l'occurrence. Là, pour le coup, une question grande culture. En panneaux bifaciaux, trouvez-vous des assureurs capables de prendre en charge l'assurance des panneaux dans une céréale à paille avec les risques d'incendie que ça implique? J'aborde cette question. J'en ai parlé un peu tout à l'heure du montage assurantiel qui est au cœur du sujet. Alors oui, le risque incendie fait partie des risques, et on a la chance, en tout cas chez Engie, d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une couverture assurantielle qui est très complète. Qui est très complète. On est assuré contre le crash d'hélicoptère, les tsunamis. Donc ce risque-là, le risque incendie lié à un feu photovoltaïque, quand bien même un panneau ne prend pas feu, c'est plutôt d'autres organes de la centrale qui pourraient prendre feu, on est couvert. On est couvert, et l'enjeu, c'est de faire profiter l'exploitant de cette couverture. Alors, il faut aujourd'hui 2 à 4 ans pour implanter un projet. Allons-nous vers une réduction de ces périodes? Disons que je pense que plus on aura de références, plus on pourra peut-être réduire les périodes, parce que notamment en arboriculture, je pense que si on arrive à concevoir des modèles avec des distances de plantation, des variétés qui se comportent, parce qu'il peut y avoir une différence variétale, un choix de porte-greffe qui corresponde aux formes qu'on veut mettre en place, si on veut travailler type des formes plates, etc. Je pense qu'après, il y aura une sorte de modèle suivant les régions de production et par espèce fruitière. Et donc, avec aussi le pilotage qui est lié à l'espèce, puisque chaque espèce n'a pas les mêmes besoins en lumière. Donc, voilà, ça ira certainement un peu plus vite pour savoir à quelle distance il faut mettre les entrerangs, etc. Par contre, il restera toujours l'aspect commande des plants. Ça, c'est quelque chose qui est un peu incompressible, quoi. Donc le 2 ans minimum, c'est aussi de toute façon un arboriculteur qui renouvelle un verger, il y pense au minimum 2 ans avant, donc voire plus. Donc, voilà, Oui, ce qui est important, qui est plutôt d'avoir en tête, c'est que ce délai-là n'est pas forcément un délai, on en parle souvent sur d'autres énergies renouvelables, c'est pas un délai réglementaire ou lié
à des procédures administratives. Ouais. Alors oui, il y a des vérifications, et qui plus est, qui vont pouvoir un peu simplifier, mais c'est aussi surtout lié à un protocole qui se met en place avec une nouvelle remise en culture, avec une nouvelle entrée en production, en tout cas de ça. Donc c'est surtout ça qui fait en tout cas ce délai-là pour ce type de production après. Et éventuellement une intervention aussi au niveau des sols qui a nécessairement un impact en tout cas sur ces sols-là. Donc c'est surtout ça, c'est le fait que ce délai-là, il est surtout lié en tout cas à cette problématique sciences du vivant et problématique agricole. Et le permis de construire aussi qu'il faut demander. Alors concernant les panneaux, y a-t-il du bruit généré par la rotation des panneaux? Alors, nous, on a un dispositif qui fonctionne. J'y vais régulièrement dessous. Oui, on entend un tout petit bruit, mais très, très, très discret. Franchement, c'est presque imperceptible, quoi. Et dernière question, les études portent sur quelle surface de prairies naturelles et est-ce envisageable sur des zones de pâturage en pente? Bon, Catherine. alors bon, je n'ai pas une vision exhaustive des surfaces. Après, c'est de 10 à 30 hectares, en fait. Ça va dépendre, comme tout à l'heure on l'a dit, je pense que ça dépend en fait des cas d'études. Donc à chaque cas est particulier. Après les zones de pente, j'ai le site dans le Cantal où il y a un peu de pente, mais c'est pas non plus D'un point de vue 10%, un maximum peut-être. D'un point de vue technique du photovoltaïque, parce que là, pour le coup, on revient à une question technique photovoltaïque, indépendamment de l'agrivoltaïsme. Sur des structures très en hauteur, comme le dynamique sur verger ou vigne, c'est vrai que la pente tolérée, 5, 6, 7%. Après, sur des exemples comme les haies solaires, comme notre projet Camélia, on peut aller jusqu'à 15, 18. Voilà. Après, ça va beaucoup dépendre aussi si la pente elle est plein sud, plein est, plein ouest, enfin le sens de la pente. Oui. Voilà. Donc, mais là, on arrive sur des considérations techniques. Techniquement, on saurait tout faire. Après, il y a un équilibre économique et de dégradation des sols aussi à prendre en compte. Eh bien, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette table ronde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous remercions surtout nos 4 intervenants, nos 4 intervenants. Nous vous enverrons le replay. Notre table ronde sera disponible en replay et également toutes les réponses aux questions que vous avez posées. Très bon après-midi à vous.